frères ennemis. C'est mignon. Si aimant des autres, à pas mot qui dit, attendez m'attendez. Et même gen moun qui relait, il était les serrés, nous river savait sans même nous sasser. À tort, mou qui raconte les autres, ça m'attendait à sous tirailleurs sénégalais. Enfant, je m'interrogeais souvent sur une expression que ma grand-mère disait quand une situation était sur le point de dégénérer. Ou comme on dit chez nous, finir en bal brésilien. Pour ceux qui ne le savent pas, dire qu'une soirée finit en bal brésilien signifie qu'une bagarre va débuter et que la soirée va mal finir. Mamie, elle disait que les Sénégalais étaient de sortie. Mais pourquoi parlait-elle des Sénégalais? On est en Guyane, et l'Afrique, c'est très loin, de l'autre côté de l'Atlantique même. Et puis, si les Sénégalais avaient eu une histoire en Guyane, j'en aurais entendu parler à l'école. L'histoire, c'est important. Non. Mamie raconte des bêtises. C'est sûr. Quand même, je lui ai demandé, Gade Timoun, laissez sa côté efficace. Je l'ai regardé, puis j'ai rapidement baissé les yeux. T'es malade, vous pas les prendre calotte, non? Mamie me savait très curieuse et surtout têtue. Et même si elle ne le montrait pas, elle aimait que je lui pose des questions. Et surtout, elle aimait bien raconter des histoires du passé. Quand on couillon, tête basse, elle s'est assise sur une chaise et en a tiré une autre vers elle, tapotant dessus en me regardant. Je devais avoir 12 ans, mais j'en paraissais à peine 8, tellement j'étais petite. Tu savais, mon petit, il y a un bagage qui moun pas pour tendre. Mais si nous pas parler, à quand ça nous capé dit nous histoire. À ça, grand-maman esclave, mon grand-maman te qu'a dit li. Nous pas connaître écrit, nous doit parler pour nous continuer sa vie. Je n'y connaissais rien encore, mais quelques années plus tard, durant mes études, j'ai appris la définition de mélancolie. Et après plus de 20 ans, je peux le dire maintenant, qu'à l'énoncé de ces paroles, son regard en était rempli. Alors, elle commença à me raconter d'où venait cette expression. Cette histoire, vous ne la lirez jamais dans aucun livre d'histoire. Et peut-être que ces quelques pages disparaîtront avec le temps. Ne soyons pas naïfs. C'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, Albertine, ou Batine, comme l'appelaient ses amis, était une magnifique négresse, mince et toujours élégante. Son visage rayonnait tant elle était belle. Sa poitrine, trop forte pour son âge, dessinait avec ses hanches une symétrie quasi parfaite. Et que dire de ses cheveux, qui trahissent de belles boucles noires descendaient en cascade sur ses fines épaules. Parmi toutes les autres, on ne voyait qu'elle. Elle était descendue à Cayenne pour le carnaval. C'était bien la première fois qu'elle quittait Sinnamary, sa commune, son paradis, comme elle disait. Avec ses 3 amies, Juliane, Marianne et Sabrina, elle voulait aller dans les dancing transformés en Touloulou. Elles étaient encore jeunes. Officiellement, en dessous de 30 ans, l'accès au dancing est interdit. Mais en ma masque, tout le monde gagne l'âge fait Touloulou. Elles arrivèrent à Cayenne après la grande ville. Elles logeraient à l'avenue de la Liberté, chez la grande sœur de Sabrina. Le lendemain, jour de marché, la ville revêtait ses plus belles couleurs. Dans les rues noires de monde, les dames créoles, vêtues de leur tenue traditionnelle, arpentaient les trottoirs de la ville, un parasol à la main, tant il faisait chaud. Et en pleine saison des pluies, il pouvait aussi être très utile. Batine devait faire les derniers achats avec Juliane, une autre belle Sinnamarienne. Son côté grosso modo la rendait moins attirante que Batine,
mais elles s'entendaient bien et entre elles, il n'y avait jamais eu aucune rivalité. Les deux jeunes filles se rendaient à l'étal de la philo, réputé pour ses articles de tout loulou. Juliane, 23 ans, la plus âgée du groupe, descendait chaque carnaval à Cayenne depuis 3 ans et était devenue une habituée de la marchande. Nous étions en février de l'année 1946 précisément. L'insouciance des jeunes filles contrastait avec la tension environnante. Depuis quelque temps, les mitrailleurs sénégalais, envoyés en Guyane pour maintenir l'ordre après la mort de Papa Galmo, dès 1928, montraient quelques signes d'impatience. Entre-temps, il y eut une autre guerre, et il n'était plus question pour l'État français de se préoccuper d'eux et de les laisser rentrer chez eux. Cela faisait bientôt 18 ans qu'ils avaient foulé ce sol chaud et respiré cet air humide, semblable à celui de leurs différents pays d'origine. Ils n'étaient pas tous du Sénégal. En réalité, ce bataillon était composé de 137 hommes de diverses colonies françaises d'Afrique. Saïd venait de la Haute-Volta, la Faso. Souvent, il se fritait avec la population locale. Le tirailleur pensait. On les appelait créoles, mais ce n'étaient que des nègres tout comme nous. Possession de la France et méprisés par elle, tout comme nous. Les militaires blancs ne nous considéraient pas. La population guyanaise ne nous considérait pas. Et nous étions, malgré nous, emprisonnés sur cette terre amazonienne dont les habitants nous détestaient. On leur avait promis qu'ils retourneraient bientôt en Afrique. Mais visiblement, la France continuait à se moquer d'eux. Et pour les Guyanais, nous n'étions que des bêtes venues d'Afrique. Petites populaces sans âme révolutionnaire, qui méprisaient les mauvaises personnes. Ils semblaient tous avoir oublié d'où leur provenait leur couleur ébène, la même que la nôtre. Ils ne voyaient que mépris dans leur regard. Pour eux, ils n'étaient que les vulgaires marionnettes africaines de la France. Saïd, 35, avec 2 camarades de régiment, il patrouillait le long de l'avenue L'Alouette jusqu'à la place du marché. Le destin avait décidé de mettre les jeunes filles sur leur route, mais il n'était pas autorisé à parler à la population. Il fut frappé par la beauté typiquement africaine de ces femmes qui lui rappelaient celles qu'il attendait peut-être encore de l'autre côté de l'océan. Il les observait au loin et les vit se rendre dans un étal de Touloulou. À ce moment, il décida pour la première fois de se rendre dans ces dancings dont tout le monde parle durant le carnaval. Celle qui l'intéressait avait fait son choix. Il garda en mémoire les tissus, le masque et la coiffe aussi. Il était discret et jamais personne ne remarqua sa surveillance minutieuse, pas même ses camarades. Les demoiselles, durant leur shopping, attiraient l'attention des gentlemen, et le jeu de séduction du carnaval opérait déjà. « Ce soir, j'espère que vous nous inviterez à danser, jolie dame. » Juliane leur lança avec dédain. « Gardez mouché !» suivi d'un retentissant. Le dimanche 24 février, le groupe de Touloulou appréhendit au dancing le Petit Balcon pour leur seconde soirée de bal. Elles arrivèrent telles des reines. Les cavaliers, déjà sous le charme, leur firent, comme la veille, une haie d'honneur, tant elles étaient élégantes et gracieuses. Leurs déhanchés envoûtants au rythme de l'orchestre leur mettaient déjà l'eau à la bouche. Batine était dans la salle depuis 1 heure et n'avait osé inviter que 2 hommes à danser. Malgré son masque, elle ne pouvait surmonter sa timidité naturelle. Ah, t'es une vraie Touloulou la crèche, hein? Soudain, il y eut un mouvement de foule. L'orchestre entendit un cri et des insultes. C'était la voix de Juliane. Elle prit peur et parvint difficilement à se frayer un chemin en direction de la voix de son amie, qu'elle n'entendait presque plus
parmi les hurlements de la foule. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle comprit ce qui venait de se produire. Un homme lui avait arraché violemment son masque et le tenait encore dans sa main, l'air menaçant, teinté d'une immense déception dans le regard. La jeune femme se précipita vers son amie, qui était déjà prête à en découdre, tandis que la foule engloutissait le contrevenant malotru. Sacrilège, Itouloulou! Ce crime était passible de la peine capitale au royaume du carnaval guyanais. Grand Dieu, mais Bouga, c'est qui? En se dirigeant vers la sortie, elle pouvait entendre les bruits sourds des coups sur le corps de cet homme grand, noir et imposant. Elle se rappelait l'avoir vu brièvement vendredi matin en allant au marché, dans son uniforme foncé avec son couvre-chef rouge, un Cingalais, comme on les appelait. Mais pourquoi était-il là, eux qui d'habitude ne se mélangeaient pas à la population? Après une dizaine de minutes, le groupe d'amis s'était retrouvé, et encore sous le choc, marchait tremblotant vers leur logement. Batine avait enlevé son masque, de toute façon elle étouffait là-dessous. Et puis, la rue est déserte, elle le remettrait en toute vitesse si quelqu'un déboulait. Soudain, elles se retrouvèrent toutes les quatre versées. En se relevant, Batine le reconnut immédiatement. Et Juliane aussi d'ailleurs. Celle-ci le gifla sans ménagement, tandis qu'il se redressait péniblement. « Sacrée salope !» dit-elle dans un cri. Visiblement, il avait réussi à fuir ses assaillants. Batine se sentit soulagée malgré elle. Nul ne mérite de mourir sous les coups, surtout pas pour le carnaval. Le Sénégalais, la tendresse avait remplacé la déception qu'il affichait avant son lynchage. Lynchage qui ne l'avait pas épargné. Son visage tuméfié avait triplé de volume. Le sang et la transpiration se confondaient, s'écoulant le long de son torse. Ses habits civils n'étaient plus que lambeaux. Comment avait-il réussi à s'échapper? La confusion le gagnait, et la peur dans le regard de la jeune femme avait pour lui l'aspect du mépris qu'il voyait quotidiennement dans celui de ses compatriotes guyanais. Vendredi au marché, c'était elle. Pourquoi avait-elle troqué ses habits de Touloulou avec son amie? Elle semblait si douce. Rien à voir avec la furie à qui il avait arraché le masque une demi-heure plus tôt. Dans la salle de bal, quand il lui avait souri, ses yeux n'avaient exprimé que dégoût en retour. Ses yeux, la seule chose qu'il pouvait entrevoir de cet inconnu qui lui avait inspiré depuis qu'il l'avait croisé en ville. Il n'avait cessé de penser à elle. Non. Il s'était finalement trompé. Triste loi du carnaval. Sous le masque peut se cacher n'importe qui, et certainement pas celle à qui l'on pense. Subterfuge de Touloulou, jusqu'au bout il faut brouiller l'épice. C'est la tradition. Malheureusement, les conséquences seront cette fois-ci dramatiques. Juliane allait le frapper à nouveau du mépris de celle qui l'avait charmé. La haine l'envahit. Il sortit cette fois-ci sa machette. Les autres dancing ne lui en avaient pas laissé le temps. Batine ne vit qu'un éclair briller dans la nuit chaude et la pluie qui commençait à tomber. Fort, très fort. Juliane se tenait maintenant le cou. Entre ses doigts, un liquide poisseux écarlate se faufilait. Sa vie s'échappait. Batine ne parvint pas à crier à l'aide. Statique, au ralenti. Il se trouva maintenant face à elle. Un geste vif et la voilà, genou au sol, s'étreignant le bas-ventre, essayant de contenir une douleur immense qui l'empêchait de respirer. Et le sang, tout ce sang, presque aussi chaud que la pluie qui lui mouillait le corps sous ses habits de Touloulou. Elle s'effondra. « Pourquoi ?» dit-elle dans un dernier souffle. L'homme lui répondit plein de rage dans la voix. « Asokono, yaote anfei isabari. Je veux rentrer chez moi. Ici, on ne veut pas de moi. » Marianne et Sabrina furent blessées aux bras et aux mains. Reste de savane. L'homme finit par s'enfuir.
Les deux amies assistèrent impuissantes au dernier souffle de leurs amis d'enfance qu'elles enlaçaient, se délestant de toutes les larmes de leur corps. Quelle horrible vision de ces personnages festifs, noyés dans la douleur et la mort. L'eau de pluie autour d'elles avait rougi. Nos Touloulous avaient perdu toute leur magnificence. Batine et Juliane devaient être folles, nées dans l'attirance et conclues par la haine et le désespoir d'un groupe d'hommes trahis par une nation pour laquelle ils s'étaient battus. Aurions-nous pu éviter cela? Oui. Mais fallait-il au préalable que la mère patrie le veuille? Mais ça, c'est une autre histoire. Une de plus que nous n'étudierons sans doute jamais dans nos manuels d'histoire. La population guyanaise aurait dû se rappeler ces 2 jours d'expédition punitive durant lesquels, armés de machettes et de fusils, les tirailleurs ont semé la terreur dans les rues de Cayenne en toute impunité. 7 personnes sont mortes et l'on dénombra plus de 50 blessés. Le 26 février, l'état-major ordonna le rapatriement des tirailleurs. Finalement, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, rentrer chez eux. Tous n'y avaient pas participé. Alors, comment savoir qui condamner? La loyauté et la solidarité des 137 hommes étaient inébranlables. Vous parlez d'une surprise. Et puis, à quoi bon s'embêter? Les vivants finiront bien par remplacer les morts. Ceux-là, on pourrait croire que même les archives les ont oubliés. Vous l'aurez compris. Aucun d'entre eux ne fut inquiété et la Guyane oublia, ou plutôt fut forcée d'oublier. Mamie Sabrina me montra ses mains. Je n'avais jamais osé lui demander d'où lui venaient ces cicatrices. Elle avait les yeux rougis. Et moi, j'avais enfin compris. Oui, j'avais tout compris.